De nouveau, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroNup Academy. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter le webinaire réalisé par Léna Marzoff et Aurélie Dupuy-Gauthier, toutes deux neuropsychologues au sein du réseau Alzacep. Elles vont nous expliquer pourquoi l'Alzacep est aujourd'hui considéré en France comme un des meilleurs réseaux d'accompagnement des personnes atteintes de sclérose en plaques, mais aussi les difficultés rencontrées sur le terrain et la mise en place des solutions pour y pallier. Un retour d'expérience au cœur du réseau Alzacep qui, j'espère, vous passionnera. Bien entendu, Léna et Aurélie nous rejoindront à la fin de ce webinaire en direct afin d'échanger et de répondre à vos questions. De l'évaluation à la prise en charge en passant par l'éducation thérapeutique des patients atteints de sclérose en plaques, c'est tout de suite. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier l'équipe NeuroNup et particulièrement Naïma et Élise qui nous ont proposé cette intervention et qui nous ont permis de la mettre en place surtout, et aussi le laboratoire Sanofi qui nous permet d'enrichir notre offre de prise en charge cognitive auprès des patients atteints de sclérose en plaques. Alors ce soir, nous allons, ma collègue Léna et moi-même, vous décrire notre activité au sein du réseau Alzacep. Alors 4 axes principaux vont être abordés ce soir. Le premier concerne la description et le fonctionnement du réseau Alzacep, que je vais développer. Ensuite, Léna prendra le relais pour aborder les points suivants: l'évaluation neuropsychologique et l'éducation thérapeutique du patient. Enfin, je terminerai cette présentation par une dernière facette de notre activité, à savoir la prise en charge cognitive. En quelques mots, donc le réseau Alzacep tient son nom de l'ancienne dénomination des régions. Donc le réseau se déploie sur la région, l'ancienne région appelée Alsace, et donc sur les deux départements qui la composent, hein, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Donc ça a été créé en 2006. C'est une structure médico-sociale pour les patients atteints de sclérose en plaques. C'est financé en très grande partie par l'Agence régionale de santé, d'où la gratuité des services et des actions pour les patients et leurs proches. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme de gratuité parce que rien n'est gratuit dans la vie. Quand j'en parle aux patients, quand je leur parle d'une prise en charge, je leur dis que ça va être pris en charge par le réseau. Parce que bien évidemment, les intervenants ainsi que toutes les personnes qui sont associées aux prises en charge qui sont proposées sont rémunérées. Alors, il y a 2 objectifs principaux au réseau: accompagner au plus proche de leur domicile les patients et leur entourage. Alors, au plus proche de leur domicile, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'accompagner le patient au plus proche de chez lui. Vous verrez que je vais le développer plus tard, mais certains professionnels de santé du réseau se déplacent au domicile des patients ou alors dans des lieux choisis par le patient. Et d'autres professionnels, eux, vont se trouver dans l'entourage proche du patient. Par exemple, les cabinets des neurologues, de leurs neurologues, chez qui ils vont tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Un autre point important pour le réseau Alzacep, c'est la formation. La formation des professionnels adhérents. Pour qu'un professionnel soit au plus proche et au plus près du patient et de sa problématique, il faut qu'il soit formé à la spécificité qu'est cette pathologie. Alors, quelques chiffres. Le réseau compte 4 146 patients adhérents. Alors, le parcours d'adhésion est assez simple et est maintenant bien rodé depuis le temps. À partir du moment où le patient a un diagnostic de septe posé, son neurologue, qu'il soit libéral ou hospitalier, va lui proposer immédiatement d'adhérer au réseau. Il y a également 1 502 professionnels adhérents, donc des médecins, des neurologues, des kinés, des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes, etc. Ce sont autant de professionnels ressources pour nous, parce qu'on sait qu'on peut orienter les patients vers ces professionnels-là. Concrètement, le réseau Alzacep, est composé de 2 neurologues déjà, hein, le professeur Decèze, donc qui est neurologue et coordinateur scientifique, et qui est à l'initiative du réseau. Le docteur Lanotte également, qui est neurologue et présidente de l'association. Il y a une secrétaire à temps plein qui permet de recueillir les demandes et les problématiques des patients et ensuite de les orienter
vers les professionnels concernés. Il y a 3 infirmières, 2 sur le Bas-Rhin et 1 sur le Haut-Rhin, 2 assistantes sociales également, à mi-temps chacune sur un département. Nous sommes maintenant 4 neuropsychologues, 3 sur le Bas-Rhin et moi-même sur le Haut-Rhin. Alors le fait qu'il y en ait plus sur le Bas-Rhin, en fait, réside dans le fait de la demande qui est supérieure dans le Bas-Rhin par rapport au Haut-Rhin. Et il y a 3 attachés de recherche clinique également qui travaillent pour le réseau. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Léna, qui va, après un bref descriptif de la pathologie, aborder les points suivants, donc l'évaluation neuropsychologique ainsi que l'éducation thérapeutique. Merci Aurélie. Donc, je prends la suite pour commencer par vous donner quelques informations sur ce qu'est la sclérose en plaques, la CEP, puisqu'en effet, on va vous décrire là notre activité de neuropsychologue au sein du réseau Alzacep auprès des patients CEP. Donc, c'est intéressant d'avoir quelques informations sur la pathologie en elle-même. Alors, la sclérose en plaques, c'est une pathologie auto-immune démyélinisante. Ça veut dire qu'elle va s'attaquer à la gaine de myéline des axones des neurones qui se trouvent dans le système nerveux central, donc aussi bien dans le cerveau que dans la moelle épinière, ce qui va provoquer en fait toute une variété de symptômes très importants en fait selon le site de la lésion provoquée par la CEP. Alors, en termes de symptômes, on peut retrouver des symptômes moteurs, sensitifs, cognitifs, vésico-sphinctériens, enfin vraiment la variété de symptômes est très différente d'un patient à l'autre. On a tendance à dire qu'il existe autant de sclérose en plaques différentes que de patients différents. La sclérose en plaques, c'est une maladie du jeune adulte, puisqu'en effet, 70% des diagnostics sont posés entre l'âge de 20 ans et de 40 ans. Donc, en fait, c'est des patients avec vraiment des problématiques de jeune adulte, donc souvent encore en activité professionnelle, en plein dans leur vie familiale, sociale, enfin voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte dans leur prise en charge. C'est une maladie qui touche plus particulièrement les femmes. On va dire 60% de femmes pour 40% d'hommes à peu près. Voilà donc pour quelques données importantes sur la sclérose en plaques. Alors si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je vous encourage à aller visiter quelques sites de référence. Là, je vous en ai mis 2, mais il en existe plein d'autres, évidemment. Alors là, je vous ai mis le site de la fondation ARCEP. Alors l'ARCEP, c'est la fondation pour l'aide à la recherche contre la sclérose en plaques. Et je vous ai mis également le site de la Ligue contre la CEP, donc c'est la LFCEP, qui est donc une association de patients et donc qui fournit d'informations très intéressantes sur la pathologie. Alors, j'enchaîne maintenant avec donc la deuxième partie de notre présentation. Donc, je vais vous parler de l'activité des neuropsychologues au sein du réseau Alzacep. Donc, une grande partie de notre activité, bien sûr, c'est la réalisation de bilans neuropsychologiques. Alors, on a un fonctionnement un peu particulier au niveau des neuropsychologues, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir uniquement des patients présentant une sclérose en plaques, comme c'est le cas des autres membres du réseau. Nous, on a une activité en fait au sein des cabinets de neurologie libérale. Donc, on se déplace sur toute l'Alsace, dans les cabinets des neurologues libéraux, et on voit là leur patientèle, donc avec des demandes très très variées, des pathologies très variées, du coup, que ce soit des demandes de dépistage de démence, ou alors des patients qui ont fait un AVC, qui ont une Parkinson, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, etc. Donc, pathologies très très variées. Et dans la plupart des cas, l'idée, c'est de faire d'aider au diagnostic, en fait. Donc, notre bilan va aider le neurologue à poser un diagnostic de démence très classiquement. Alors, cependant, là, comme aujourd'hui, on a choisi de vous parler vraiment de notre activité pour les patients CEP, donc je vais vous détailler un petit peu plus le bilan neuropsychologique chez le patient CEP. Alors, chez le patient CEP, l'idée, c'est pas du tout de viser diagnostic pour le bilan neuropsychologique, puisque le diagnostic a été posé bien en amont. Et c'est plutôt des patients qu'on va rencontrer, puisque c'est des patients qui sont suivis par le neurologue, en libéral, là, en l'occurrence, et qui vont avoir une plainte cognitive. Et donc, le neurologue nous les adresse pour faire un bilan cognitif. Alors, il faut savoir que selon les études, 43% à 70% des patients vont présenter des plaintes cognitives, alors souvent des plaintes légères à modérées. Donc, des plaintes cognitives
dans leur parcours de vie avec la maladie, hein. Alors souvent, d'ailleurs aussi de façon très précoce dans leur parcours de vie avec la maladie. Souvent, les plaintes qui sont recensées, les troubles qui sont observés chez le patient atteint de sclérose en plaques, va être par exemple un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, donc ça peut apparaître vraiment très précocement. Des difficultés de mémoire, alors toutes les mémoires, hein, mémoire de travail, mémoire immédiate, mémoire épisodique, par exemple, la difficulté à mémoriser ce qu'on vient de nous dire. Par exemple, on a mal retenu l'horaire du rendez-vous alors qu'on vient de raccrocher le téléphone. Ou alors de la difficulté à se souvenir de l'épisode qu'on a vu hier soir, de la difficulté à se souvenir de l'épisode qu'on a vu hier soir à la télé, par exemple. Des difficultés d'attention, de concentration. Alors là, par exemple, difficulté à faire deux tâches en même temps, ou alors à se concentrer dans le temps. Se concentrer sur le long terme, à ne pas être dérangé par des bruits aux alentours, etc. Et aussi des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Donc là, par exemple, planifier des tâches. Donc par exemple, planifier des tâches sur une journée, voir un petit peu ce qu'on veut faire en priorité, par quoi on commence. Ou alors des difficultés de flexibilité. Donc par exemple, passer d'une tâche à une autre, puis revenir sur une tâche et repasser sur une autre. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on évalue chez le patient CEP lors du bilan neuropsychologique? Alors, la mémoire épisodique verbale et visuelle, la vitesse de traitement de l'information, les fonctions exécutives, la mémoire immédiate, la mémoire de travail, les capacités attentionnelles, bien sûr, et le langage. Alors, pour cela, nous avons, bien sûr, tout un panel d'épreuves, de tests à notre disponibilité. Nous utilisons des subtests, notamment de la BC-COG-CEP. Alors, la BC-COG-CEP, c'est une batterie courte pour l'évaluation des fonctions cognitives chez le patient atteint de sclérose en plaques. Nous utilisons quelques subtests que je vous présenterai juste après, ainsi que des épreuves complémentaires. Alors, il faut savoir, comme je vous le disais, on a plein de tests à notre disposition pour évaluer les patients. Et bien sûr, le rôle du neuropsychologue, c'est de faire un choix, de s'adapter en fait aux patients qu'on a en face de nous. Donc, il faut s'adapter à son âge, à son niveau d'études, de scolarité, aussi à son niveau de stress, parce qu'on le sait, en tant que neuropsychologue, il y a des tests qui sont plus stressants que d'autres. Alors, par exemple, pour évaluer la mémoire épisodique verbale et visuelle chez le patient CEP, on va avoir par exemple l'épreuve de la Grobert et Bouchier 16 items, c'est une épreuve assez classique, ainsi que des subtests de la BC-COG-CEP, alors notamment le SRT pour évaluer la mémoire verbale et le test du 10-36 pour évaluer la mémoire visuelle. Pour évaluer la vitesse de traitement de l'information, je vous l'ai dit, hein, ça c'est quelque chose effectivement qui peut être atteint assez précocement dans le parcours de vie avec la maladie. Alors, on a deux épreuves notamment. Alors, une épreuve graphomotrice, c'est un subtest de la BC-COG-CEP, c'est le codage de signes. Et il y a la même version, mais en version orale, pour les patients qui auraient éventuellement des troubles moteurs. Pour tout ce qui est langage, alors on va avoir classiquement des épreuves de dénomination d'images, la DO30, la DO80. Mais bien sûr, on n'hésite pas, si jamais la plainte langagière est au cœur de la problématique du patient, à l'orienter vers un spécialiste, donc vers l'orthophoniste, pour un bilan du langage beaucoup plus complet. Pour évaluer les fonctions exécutives, alors on va utiliser notamment deux subtests de la BC-COG-CEP, alors l'effluence verbale, ainsi que les subtests d'ordre contraire et de Go-No-Go, pour évaluer la sensibilité à l'interférence et puis l'inhibition. Et on aime aussi beaucoup utiliser des épreuves dites écologiques. Alors, écologiques, c'est des épreuves qui veulent se rapprocher le plus possible de ce que les patients pourraient vivre au quotidien. Alors, on a deux épreuves qu'on utilise préférentiellement. L'épreuve du test des commissions, je vous ai mis une petite image ici, et le test des priorités. Je ne vous ai pas mis d'image, mais voilà, c'est une épreuve qu'on utilise également. Pour la mémoire de travail et la mémoire immédiate, classiquement, les empoints en vert, empoints en droit. Alors, nous aimons aussi beaucoup utiliser des subtests de la TAP. Alors, la TAP, c'est une batterie de tests pour les performances attentionnelles de Zimmerman et ses collaborateurs. Et on aime bien ces tests-là, en fait, parce qu'ils sont très sensibles, notamment pour les patients jeunes, qui ont des plaintes fines, en fait, qui concernent la concentration, les fonctions exécutives. Donc là, on a des sous-tests qu'on aime bien utiliser. Pour les capacités attentionnelles, donc l'alerte phasique
l'attention divisée et l'attention soutenue, si on a le temps, parce que c'est un sous-test qui est assez long, 15 minutes. Pour les fonctions exécutives, on a le sous-test flexibilité mentale et incompatibilité pour voir la gestion des interférences. Et on a aussi un sous-test pour la mémoire de travail, pour la mise à jour en mémoire de travail. Mais lors du bilan neuropsychologique, hein, le travail du neuropsychologue ne s'arrête pas, bien sûr, à la réalisation de tests. Il y a un après-bilan. Alors, l'idée du bilan chez le patient CEP, c'est d'établir le profil cognitif du patient. Donc, on va faire une synthèse avec le patient à la fin du bilan, une synthèse de ses résultats, déterminer ses points forts. Donc, ça, c'est les fonctions cognitives qui sont bien préservées et sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer dans son quotidien. Ses points faibles aussi, donc là, c'est les fonctions cognitives qui sont fragilisées, altérées, et on va discuter de stratégies pour contourner les difficultés, comment éviter les problèmes liés à ces points faibles. Et l'idée, c'est aussi de dégager les facteurs qui peuvent majorer les troubles cognitifs. Par exemple, travailler dans une ambiance où il y a du bruit, quand on est fatigué, ou alors être fatigué, ou éventuellement des soucis qu'on a en tête, etc. Ensuite, le neuropsychologue va discuter avec le patient de stratégies et d'outils qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour pallier aux troubles cognitifs. Alors, quand c'est des troubles cognitifs légers, on va avoir des stratégies classiques, par exemple, discuter de la prise de notes, du fait de s'organiser en faisant des checklists, d'aménager son temps de travail en faisant des pauses. On peut aussi proposer des outils, des exercices à faire à la maison pour renforcer certaines fonctions cognitives. Et dans le cas où les troubles sont plus invalidants, plus gênants, par exemple sur le plan professionnel, on va pouvoir proposer au niveau du réseau ALSACEP des prises en charge cognitives spécifiques. Et ça, c'est ma collègue Aurélie qui vous les présentera plus particulièrement tout à l'heure. Alors, ne pas oublier effectivement le rôle du neuropsychologue à la fin du bilan. C'est aussi un petit rôle un peu d'orientation, de coordination, puisque, il faut le savoir, les troubles cognitifs, comme les autres symptômes de l'ALSACEP d'ailleurs, peuvent avoir des répercussions sur le plan psychologique, altérer l'image de soi, l'estime de soi et engendrer l'apparition de troubles de l'humeur plus invalidants comme du stress, de l'anxiété, des éléments dépressifs. Et donc, le neuropsychologue doit aussi être attentif à cela parce que ça a un impact sur le fonctionnement cognitif. Et donc, on a cette chance au niveau du réseau ALSACEP de pouvoir proposer des prises en charge aussi pour les troubles psychologiques. Donc, on a des prises en charge auprès de psychologues cliniciennes qui sont partenaires du réseau ALSACEP. Là, on peut proposer des séances auprès de ces psychologues qui sont tout ou en partie prises en charge financièrement par le réseau. On peut proposer aux patients de participer à des groupes de parole avec d'autres patients ou également de s'orienter vers des activités comme du sport, du yoga, qui sont très, très utiles dans la gestion du stress, de l'anxiété, qui ont un impact sur les troubles cognitifs. Donc, du coup, c'est aussi sympa de proposer ce type de prise en charge, puisque ça a de l'intérêt. Alors, je passe ensuite à un autre grand domaine d'intervention des neuropsychologues au sein du réseau ALSACEP, donc qui est l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler les dernières années. C'est une pratique qui se fait régulièrement dans plein de pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, mais également la sclérose en plaques. Alors, une petite définition de l'HAS de 2014. L'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle est un processus continu qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vrai que c'est une façon innovante en fait, de transmettre des informations entre le soignant et le patient. Donc, il y a vraiment une relation de double sens entre les deux. Donc, le soignant d'abord va interroger, partir des connaissances et des croyances du patient sur sa pathologie. Le patient va poser des questions, va questionner les informations qu'il reçoit. Il participe vraiment de façon active dans l'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, savoir-faire sur sa pathologie. Et donc, on n'est pas dans une situation où l'information est vraiment descendante, comme dans un cours qu'on donnerait classiquement. Là, c'est vraiment un échange entre le soignant et le patient. Et le soignant délivre des informations qui sont adaptées au contexte de vie du patient. Il ne va pas donner tout un tas d'informations générales qui n'intéressent pas le patient. Il s'adapte.
L'idée, en tout cas de l'ETP, c'est de rendre le patient autonome dans son parcours de vie avec la maladie, de le rendre acteur de sa maladie, qu'il sache comment réagir aux différents symptômes, comment prendre son traitement, et aussi connaître les ressources, en fait. Quand il est face à une difficulté, qu'il a une question, savoir vers qui se tourner. Par exemple, là, pour la CEP, au niveau du réseau, savoir vers qui s'orienter quand il y a une question, une crainte, un doute, etc. Donc, le patient est vraiment acteur de sa maladie. Alors, il faut savoir que l'éducation thérapeutique, c'est vraiment un service qui est proposé historiquement par le réseau Alzacep, donc depuis sa création. Et donc, initialement, l'ETP, l'éducation thérapeutique, est proposée de façon individuelle, donc par les infirmières du réseau Alzacep. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, le patient va voir son neurologue, un diagnostic est posé, et le neurologue oriente directement le patient vers le réseau Alzacep, vers les infirmières du réseau Alzacep qui vont prendre contact avec le patient et lui proposer une séance d'ETP individuelle. Donc, elle rencontre le patient, comme le disait Aurélie, souvent au domicile du patient ou alors à l'hôpital, par exemple, quand il prend son traitement, etc. Et lors de cette séance d'ETP individuelle, les infirmières vont repérer les besoins du patient, parler des traitements, etc., répondre à ces questions, les questions qu'il peut se poser par rapport à sa maladie. Ça, c'est ce qui était initialement proposé au niveau du réseau Alzacep. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais on a complété l'offre d'éducation thérapeutique en mettant en place, depuis maintenant quelques années, alors 4-5 ans, des séances de TP collectives qui viennent compléter en fait le TP individuel. Donc, les patients font automatiquement le TP individuel et on leur propose par la suite de compléter leur formation par de l'ETP collective. Alors, l'ETP collective, c'est des groupes. Donc, ils ne sont plus en individuel, ils sont en groupe. Alors, c'est des groupes de 12 personnes, 12 patients, alors patients et aidants. On invite volontiers les aidants à venir aussi à ces séances pour également s'informer sur la maladie. Donc, c'est plus uniquement les infirmières qui gèrent ces ETP collectives, mais vraiment toute l'équipe pluridisciplinaire du réseau. Donc, les infirmières, bien sûr, la secrétaire pour tout ce qui est organisation, les assistantes sociales, les neuropsychologues, les neurologues. Voilà. Et donc, ces séances, on avait choisi initialement de les proposer aux patients qui ont un diagnostic assez proche, donc inférieur à 5 ans, et pour les patients qui ont une forme de CEP rémitante récurrente. Depuis cette année, on propose un nouveau groupe de TP collective qui est cette fois-ci destiné aux patients qui ont plus de 5 ans de diagnostic, donc des patients qui sont plus âgés dans leur parcours de vie avec la maladie, et pour les patients aussi qui ont des formes progressives. Voilà. Alors, ce nouveau groupe-là, pour les formes de plus de 5 ans, je ne vous en parlerai pas parce qu'il est encore en cours de création. Mais par contre, je vais approfondir un petit peu le TP collective qu'on met en place depuis 4-5 ans maintenant et qui est bien rodé. Donc, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Voici un peu une vue globale de ce programme de TP. Alors, il se présente comme ça. Il y a 2 sessions d'une matinée chacune. Alors, lors de la première matinée, la première session, les patients vont pouvoir participer à un atelier sur CEP et vie quotidienne. Donc, notamment, l'idée, c'est de les sensibiliser à reconnaître une poussée, en fait, savoir que faire lors d'une poussée, repérer les ressources au niveau des médecins, du réseau, etc. Le neurologue va pouvoir aussi répondre à des questions qui auront été posées en amont par les patients sur tous les sujets qui concernent la CEP. Il y a une pause ensuite. Alors, j'insiste sur cette pause parce qu'elle est très importante dans l'ETP collective, puisque un des intérêts de l'ETP collective, c'est de faire se rencontrer les patients, donc de favoriser les échanges entre eux. Donc, la pause, c'est vraiment l'occasion pour les patients de discuter entre eux, d'échanger, et c'est super riche, et c'est ce qui leur plaît en général beaucoup. Après la pause, on reprend avec les aspects psychologiques et cognitifs de la CEP, donc un atelier vraiment spécifique dédié à la CEP et à la cognition, que je vous détaillerai un peu plus précisément juste après, puisque c'est là qu'interviennent les neuropsychologues. Et ensuite, un atelier sur CEP et émotions, puisque c'est très important de pouvoir exprimer ses émotions dans la CEP pour éviter le stress, l'anxiété, etc. La deuxième matinée, la deuxième session a lieu 15 jours plus tard en général, et c'est l'occasion d'aborder avec le neurologue le traitement de fond, donc pourquoi se traiter, comment rester motivé.
Et dans la seconde partie de la matinée, c'est les assistantes sociales qui interviennent et qui vont alors là parler, du coup, CEP et travail, les aides sociales qu'il est possible de mettre en place pour les patients CEP. Donc ça, c'est souvent une session que les patients attendent, avec intérêt. Alors, comme je vous disais, je vais vous présenter un peu plus en détail ce fameux atelier, CEP et troubles cognitifs. Alors voici l'atelier tel qu'on le présente actuellement. Il faut savoir que c'est un nouvel atelier. Alors, je vous dis, ça fait 4-5 ans qu'on fait ces ateliers de TP collectifs, mais auparavant, on présentait les troubles cognitifs d'une autre manière. Et depuis quelque temps, on le présente de cette façon-là, de façon plus ludique. En fait, on avait envie de changer. Donc voilà. Et ça marche bien, ça plaît beaucoup aux patients. Alors, cet atelier s'appelle la roue de l'infortune. Il dure 45 minutes. Il est animé par donc, les neuropsychologues et l'infirmière. Et c'est un jeu en équipe. Donc, je vous ai dit, en général, il y a 12 participants proches et patients. Et donc, on fait des équipes, en général, 3 équipes de 3-4 joueurs. L'objectif de cet atelier, c'est de permettre aux patients et aux proches de mieux connaître les troubles cognitifs liés à la CEP de façon ludique. Alors, comment ça se présente ? On a une roue là, colorée que les équipes vont tourner tour à tour. Et selon la couleur sur laquelle ils vont tomber, le neuropsychologue va lire des énoncés qui sont en fait des plaintes cognitives. Et les patients vont devoir se positionner, les équipes vont devoir se positionner, savoir si le trouble cognitif fait partie de la CEP ou pas. Alors, les petites questions, les petites cartes avec les questions se présentent de cette façon-là. Il y en a plein, mais là, je vous en présente 2. Je vais vous les lire d'ailleurs. Alors, première petite carte. Je suis moins efficace qu'avant. Je débute 30 000 choses en même temps et je n'en termine pas la moitié. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la CEP. Une autre petite carte. Alors, j'habite dans ma maison depuis 10 ans et depuis quelques semaines, je me perds dans ma rue. Alors là, typiquement, c'est pas du tout une plainte qu'on retrouve dans la CEP, mais plutôt dans des pathologies type Alzheimer. Donc, pour gagner des points lors de cet atelier, les groupes de patients, donc les équipes doivent se positionner. Est-ce que c'est un trouble qu'on retrouve dans la CEP ou pas ? Et surtout, on les encourage à exprimer aussi des solutions, des stratégies qu'ils peuvent mettre en place dans le quotidien pour pallier à ces troubles cognitifs. Donc, ils s'expriment, ils avancent des stratégies, des choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour pallier aux troubles cognitifs. Et donc là, je passe tout de suite à la diapo suivante. On prend note de ces astuces, de ces stratégies des patients sur un paperboard. Et l'intérêt, c'est qu'à la fin de la séance, les patients peuvent repartir avec une photo, ou alors on leur enverra par mail une photo de tous ces trucs et astuces qu'ils ont trouvés pendant la séance. Le rôle du neuropsychologue pendant l'atelier, c'est également de faire le point aussi sur les facteurs qui peuvent majorer les troubles cognitifs, donc la fatigue, les douleurs, etc. Et également de faire connaître les ressources possibles au niveau du réseau Alzacep en cas de troubles cognitifs. Donc, par exemple, la réalisation d'un bilan cognitif, en parler à son neurologue, etc. Et les solutions de prise en charge cognitive qui existent au niveau du réseau Alzacep. Ça, c'est ma collègue qui vous en parlera d'ici quelques instants. Je vous montre encore juste une dernière photo ici. Alors, c'est un atelier justement qu'on avait fait sur les troubles cognitifs. Donc, voilà comment se présente l'atelier. On a donc les équipes, le paperboard là à l'arrière, la roue de la fortune qu'on fait passer d'une équipe à l'autre. Et voilà, c'est très convivial et ça plaît beaucoup aux patients. Donc, je laisse maintenant ma collègue Aurélie prendre la suite pour vous parler des différentes solutions de prise en charge cognitive qui existent au sein du réseau Alzacep. Merci Léna. Alors, avant de débuter sur les propositions, l'offre que l'on a au niveau de la prise en charge cognitive, souvent, on me demandait, c'est bien beau, votre prise en charge, c'est très bien, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Alors, il y a quelques années, j'étais bien embêtée pour répondre parce qu'il y avait très peu d'études et en plus, les études qu'il y avait étaient un peu contradictoires. Mais depuis maintenant bien 4-5 ans,
les études émergent, dont une dont je vais vous parler, ici, donc de Hélène Brissard et collaborateurs en 2020. Elle a voulu montrer, quels étaient les bénéfices vraiment concrètement, entre une personne qui bénéficie, un patient qui bénéficie d'un programme et un autre patient qui ne bénéficie pas du même programme. Donc elle a élaboré un programme de 13 séances dont je vais vous parler, un peu plus tard. Elle a fait une évaluation neuropsychologique pré et post-remédiation et elle a observé, les différences entre les 2 groupes. Alors voilà ce qu'il en est ressorti, qu'il y avait pas au niveau de la qualité de vie, pas de différence significative entre pré et post-intervention entre les groupes, mais il y avait quand même une petite tendance. Il y avait une amélioration dans les 2 groupes pour ce qui était des activités au quotidien et du bien-être. Aucune amélioration au niveau des fonctions exécutives, de la vitesse de traitement, ou du langage. Mais ce qui ressortait également, c'est qu'il y avait une amélioration dans le groupe qui avait bénéficié, du programme en ce qui concerne la mémoire épisodique verbale et la mémoire de travail. Donc maintenant, je sais un peu mieux répondre, quand on me demande: «Mais est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, est-ce que c'est vraiment efficace?» Au départ, au tout départ, quand on a commencé à mettre en place ces prises en charge, c'était des prises en charge, en groupe. Donc en fait, on a contacté, Hélène Brissard pour connaître son programme, ce qu'elle avait utilisé dans son étude et elle nous a permis d'utiliser ce Procoxep, pour pouvoir faire, nos prises en charge en groupe. Donc il y a 13 séances d'environ 2 heures chacune, une fois toutes les 2 semaines. Et c'est basé donc sur les techniques de facilitation et de réorganisation, hein. Ce sont des séances, d'exercices, unis ou, plurifonctions. Sur la diapo suivante, je vous ai mis, les différentes, fonctions cognitives qui étaient travaillées, selon les séances. Donc vous voyez, vous avez le langage, première séance, on va étudier le langage, la deuxième, les mémoires sémantiques, la mémoire épisodique visuelle, puis verbale et cetera. Sachant que, la dernière séance, qu'on appelait le grand jeu, reprend, tout ce qui a été travaillé, pendant les 12 séances, précédentes. Ce que je vous ai mis là un petit exemple, d'une séance, c'est la séance 5, hein, la mémoire de travail, où on va travailler les anagrammes. Alors, le but de ces séances, c'est pas de travailler chacun dans son coin et après de faire une correction, ça aurait aucun intérêt juste, de faire ça. Le but, c'est aussi pour les patients. C'est pour que certains puissent, nous dire comment ils font au quotidien pour aider les autres. C'est-à-dire que voilà, j'ai des problèmes en mémoire de travail, j'ai des problèmes pour retenir quelque chose le temps, d'aller, manipuler cette information et ben, un autre patient va lui dire: «Oui, mais moi, il m'est arrivé la même chose et puis, et ben, je fais comme ça pour essayer de pallier à cette difficulté». Donc c'est surtout aussi pour une mise en commun des stratégies que les patients peuvent utiliser, chacun dans leur coin et ça a d'ailleurs, beaucoup plus d'impact que quand, le neuropsychologue, donne ces stratégies-là, après ou pendant la séance. Donc, on préfère en fait que ce soit les patients qui donnent leur, stratégie pour avoir, plus d'impact. On s'est, assez vite rendu compte que, cette prise en charge, en groupe posait problème. C'est-à-dire que les patients, me disaient, «Ah ben, je suis super motivé, j'ai bien envie de participer». Le problème, c'est que comme Léna vous l'a dit auparavant, ce sont des patients jeunes qui ont souvent encore une activité professionnelle et certains me disaient: «Mais moi, je ne peux pas, me libérer, 2 demi-journées par mois pendant 6 mois pour venir assister, à ces séances». D'autres me disaient encore: «Oui, mais moi, ça va être compliqué parce que je ne peux pas, me déplacer, sur Mulhouse, ou je peux pas». Alors je faisais des groupes sur Mulhouse et sur Colmar et ils me disaient: «Oui, mais je peux pas venir sur Colmar, c'est pas possible pour moi». Donc on s'est vite rendu compte qu'il y avait, des limites à cette prise en charge en groupe et donc on a réfléchi, à d'autres formes de prise en charge, d'où, l'offre, de prise en charge mais, individuelle. Donc on a commencé par, lister les orthophonistes, et les neuropsychologues libéraux, qui pourraient être intéressés, pour, permettre cette remédiation aux patients. On leur a demandé, donc s'ils étaient d'accord et en général, il n'y a pas eu de souci particulier.
selon bien sûr, le bilan neuropsychologique et selon les points faibles et les points forts, s'il y a des problèmes de langage, on va envoyer plutôt chez les orthophonistes ou s'il y a des problèmes de mémoire de travail également. Parce que certaines, beaucoup d'entre elles, des orthophonistes, je dis «elles» parce que c'est une grande majorité, ont eu des formations par rapport à la remédiation, en mémoire de travail. Et donc on a listé tous ces neuropsychologues et tous ces orthophonistes et on les a, mis sur une carte pour à nous avoir une vision d'ensemble, et pouvoir, orienter le patient au plus proche toujours de son domicile. Donc on là aussi, il y a eu quelques difficultés parce que certains m'ont dit: «Mais moi je ne peux pas me déplacer». Donc il faudrait que le neuropsychologue ou l'orthophoniste vienne à domicile. Donc là, on n'en a pas trouvé beaucoup, qui étaient prêts, à se déplacer au domicile du patient. D'autres m'ont dit: «Mais moi je peux pas, aux horaires de travail, classiques, je peux pas me déplacer parce que je travaille aussi». Ce que je comprends tout à fait. Donc on a dû réfléchir encore à une autre solution pour, pouvoir, offrir, cette prise en charge, à des patients, où c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Et un jour, est passée devant mon bureau, Isabelle Valiton du laboratoire, Sanofi qui m'a dit, «J'ai quelque chose à te proposer». Donc j'ai écouté et elle m'a parlé, de NeuroNup. Elle m'a dit: «Écoute, si tu veux, je peux te proposer, un outil, de neurorééducation, pour les patients. C'est de l'individuel et ça peut se faire au domicile du patient». Donc j'ai voulu, tester. Donc je me suis d'abord, formée, hein, avec, Élise, hein, de NeuroNup, qui nous a formés pendant 2 heures, à la manipulation pratique, en fait, de l'outil. C'est vrai qu'au départ, on se fait une montagne, parce que ça paraît compliqué, mais en fait, en se formant et après en le pratiquant, c'est vraiment, pas un jeu d'enfant, mais pas loin. Donc bien sûr, je vais vous expliquer la démarche. Donc avant, de proposer, ces prises en charge, comme vous a dit Léna, hein, on fait un bilan neuropsychologique, on identifie les points forts, et les points faibles, on discute avec le patient, et quand c'est possible, on leur propose donc, une prise en charge. Alors je leur laisse toujours le choix, c'est-à-dire que je leur dis: «Voilà, on peut, partir sur une prise en charge, en groupe ou une prise en charge individuelle avec les 2 modalités, soit chez un neuropsychologue, libéral, soit, avec moi, avec cet outil, de neurorééducation». Et je leur explique, hein, en quoi consiste, l'outil et ensuite, je mets en place avec le patient toujours, cette prise en charge. Alors c'est vrai que ça a séduit, rapidement, un grand nombre de patients qui, étaient, assez, contents de pouvoir, faire leur prise en charge, à la maison. Bon, bien sûr, il faut maîtriser, l'outil, informatique et ne pas être allergique, parce que certains, m'ont dit: «Ah bah non, je pourrais pas faire ça parce que je ne supporte pas, l'ordinateur et internet encore moins». Donc là, c'était pas possible, hein, donc ça a pas été proposé, bien sûr. Mais quand, ce sont en général des patients jeunes, l'outil informatique ne leur fait pas peur, internet encore moins et ils se sentent beaucoup plus libres de faire leur prise en charge quand ils le souhaitent. Donc, je vais vous montrer maintenant, de manière un peu plus précise, comment, ça se passe. Vous avez, sur la plateforme de NeuroNup, des exercices, que vous allez choisir, hein. Tout est paramétrable, tout, hein, les exercices, le temps que vous allez allouer à chaque exercice, le niveau de difficulté que vous allez également, allouer à l'exercice, hein, parce que c'est vrai que avec des patients qui ont un haut niveau ou des patients qui ont un niveau de scolarité assez élevé, commencer au niveau zéro dans un exercice, je pense que ça va vite, les barber et puis ils vont pas voir de bénéfice. Donc à partir du moment où vous avez un bilan, neuropsychologique, vous pouvez vous, cibler, les exercices, les plus à même en fait de faire évoluer et de faire, travailler votre patient. Donc je fabrique, des sessions, à partir des exercices que j'ai choisis. Alors on peut fonctionner de cette façon-là, mais on peut fonctionner d'une autre façon également, c'est-à-dire que moi je fais des sessions, par capacité cognitive que j'ai envie de leur faire travailler. Donc vous voyez là, par exemple, dans la colonne un peu vers le milieu, un peu vers la gauche, vous avez en noir, une session fonction exécutive niveau 3. J'ai créé également une autre session où c'est la mémoire de travail niveau 3. Je peux en fait fabriquer, créer
mes sessions en amont, selon les exercices que j'ai envie de proposer, selon le temps que j'ai envie aussi de donner aux patients et le niveau bien sûr de difficulté. Je crée en fait des sessions, attention par exemple, là vous voyez, il y a les capacités attentionnelles, c'est niveau 3 et en dessous vous avez, une autre session attention, mais niveau 2 par exemple, pour un patient qui serait peut-être plus en difficulté ou qui aurait un niveau scolaire ou un niveau d'éducation un peu moins élevé qu'un autre. Ensuite, avec le patient, je vois, quand est-ce qu'il est, le plus disponible pour, réaliser ces sessions. Alors je fais des sessions d'environ, 30 minutes, parce que je trouve que c'est déjà heu, assez important, de pouvoir se concentrer comme ça, surtout sur un ordinateur, pendant 30 minutes. Donc moi, mes sessions sont en moyenne de 30 minutes, je ne fais travailler qu'une fonction par session. Je discute avec le patient, donc je lui propose, c'est lui qui me propose en fait, hein, les jours où il est le plus disponible, hein. Il va me dire: «Bah, voilà, le lin» comme là sur le programme que j'ai mis, sur la diapo, ben, je suis disponible le lundi, le mercredi et le vendredi, plus facilement c'est plus facile pour moi ces jours-ci. Donc je programme les différentes sessions, sur son planning et en général, on part pour, 1 mois de remédiation. Ensuite, le patient sait que, il a toute la journée, pour réaliser, sa séance. Il n'y a pas d'horaire imposé et il sait aussi, que, s'il y a un problème, parce qu'il n'arrive pas à se connecter ou parce que voilà, il peut m'envoyer un message, pour me dire: «Bah, j'ai des problèmes pour me connecter, j'ai un souci, ou la session ne fonctionne pas», ce qui est jamais arrivé, mais voilà, il sait qu'il peut me contacter aussi, par SMS. Je lui fournis, avant de commencer bien sûr sa remédiation, son identifiant et son mot de passe. Alors on peut discuter aussi de ça avec lui, hein. En général, je leur demande, hein, quel est leur mot de passe préféré et donc je mets un identifiant et un mot de passe que je leur fournis aussi en général par SMS ou par mail, ça dépend. Et à partir du moment où ils ont, cet identifiant et ce mot de passe, je leur explique bien que tout est paramétré. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, s'ils ont rendez-vous, pour une session le 2, ils ne peuvent pas se connecter pour faire cette session le 3. Elle doit être faite le 2. Ah, par contre, ils ont toute la journée, ils sont libres, de pouvoir réaliser cette séance à 8 heures du matin, comme à 15 heures, mais ils ne peuvent pas, la réaliser le jour suivant, par exemple. Parce que j'ai paramétré aussi cette caractéristique-là. Hem, ensuite, donc eux n'ont accès que, à la session. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur la page, NeuronUp, ils vont s'identifier, hein, en mettant, leur mot de passe, enfin leur identifiant et leur mot de passe et ensuite ils tombent directement sur la session. Une fois que la session est terminée, ça s'arrête et puis il attendra, sa prochaine session pour se reconnecter. Il ne peut pas se connecter non plus entre, les sessions. Alors de notre côté, nous, on a la possibilité, d'avoir plein d'informations sur la session qu'il a réalisée, que le patient a réalisée, notamment, ses scores en fait, ses scores, aux différents exercices avec, vous le voyez là, savoir si, l'exercice a été réussi, s'il est acceptable, s'il est échoué, et cetera. On a plein d'informations, on sait aussi à quelle heure, ils ont réalisé la séance et le patient peut également nous renvoyer un feedback dans le sens où il peut mettre des observations par rapport à sa séance. J'ai des patients qui me mettent: «Ben voilà, aujourd'hui, c'était pas top top, je suis fatiguée» ou «J'ai eu des problèmes dans la journée, je suis soucieuse, la séance c'était pas top top pour moi». Et depuis maintenant, quelques semaines, quelques mois même, nous avons la possibilité d'avoir, à partir des résultats, des courbes qui nous permettent également, de faire un retour un peu plus précis. Parce que les chiffres, vous dites à vos patients: «Oui, bah, voilà, de la séance 1 à la séance 2, vous avez augmenté de 3 points». Ouais, bah, ça va peut-être pas lui dire grand-chose. Par contre, avec des courbes, c'est beaucoup plus visuel. Donc ça nous permet de faire un retour plus facilement, au patient, mais également, au neurologue qui veut savoir, si, la prise en charge est efficace, s'il y a une amélioration des performances. Donc tout ça, est paramétrable, sur NeuronUp et c'est vrai qu'au début, on se fait une montagne, vraiment que je vous le dis, on se fait une montagne de cette utilisation, mais on se rend vite compte que c'est assez facile de programmer à l'avance, de faire des sessions à l'avance et vraiment, d'avoir un retour précis sur ce que le patient a fait ou n'a pas fait.
Donc cette dernière facette, pour vous montrer que, le réseau Alsacep, est assez, complet au niveau de ce qu'il propose. C'est assez efficace, c'est-à-dire que ça tourne, ça roule. C'est connu et reconnu dans le sens où, beaucoup de professionnels de santé, nous contactent directement en disant: «Bah, voilà, je suis une patiente, qui a une sclérose en plaques depuis quelque temps, elle m'a fait part d'une problématique liée à telle ou telle chose». Et ils savent qu'ils peuvent tout de suite, appeler, prendre contact avec le réseau, soit par mail, soit par téléphone, et une réponse lui sera donnée. Alors c'est aussi grâce au maillage en fait, hein, qui est vraiment, régional, mais aussi très important. De plus en plus de professionnels, adhèrent à ce réseau, et ce qui permet également, d'avoir, une homogénéisation au niveau de la prise en charge, hein. C'est-à-dire qu'un patient, qui est diagnostiqué à Mulhouse, va avoir la même prise en charge, les mêmes offres de prise en charge, qu'un patient qui a été diagnostiqué, à Wissembourg, par exemple. Voilà. C'est ce qui fait aussi, la force du réseau. Donc maintenant, c'est à vous, la parole vous est donnée. Pour connaître le chemin, comme dit le proverbe, il faut interroger, celui qui en vient, et comme nous parcourons, ce chemin, régulièrement, bah, n'hésitez pas, à nous poser, toutes vos questions. Merci beaucoup Aurélie et Léna pour cette présentation et pour d'avoir partagé tout simplement votre expérience. Je crois que c'était bien le but de ce webinaire, c'est comme ça qu'on l'avait pensé, que vous puissiez en effet échanger et partager avec tous les autres professionnels qui avaient des interrogations sur votre prise en charge, sur comment vous fonctionnez au niveau de l'Alsacep. Donc encore une fois, merci beaucoup. Mais de rien. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. En fait, on tenait aussi à remercier l'équipe Alsacep, hein, pour les programmes, mis en place de TP. Hélène Brissard aussi pour, son programme qu'elle nous a permis d'utiliser, et puis, Sanofi et puis Neuronup. Voilà, un grand merci. Alors, on a eu quelques questions pendant la présentation, votre webinaire. Donc, je sais qu'Aurélie, j'ai vu que tu avais répondu à quelques-unes des questions. Je vais t'en poser plusieurs. On a demandé comment vous construisez vos programmes sur Neuronup. Alors, je vais peut-être répondre. Alors, on utilise toutes les deux Neuronup d'une façon personnelle, bien sûr, mais globalement, en fait, l'idée, c'est d'abord de prendre en main le logiciel, tout simplement. Il y a des tas d'exercices différents très intéressants. Et donc, d'abord, l'idée, c'est de tester soi-même les différents exercices, les différents jeux, pour voir un petit peu, alors même si c'est à chaque fois précisé quelle fonction cognitive est travaillée dans le jeu ou dans l'exercice, l'idée c'est de soi-même expérimenter, de faire en fait les exercices pour voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait travailler, dans quel cas on se dit qu'on pourrait le proposer aux patients. Et donc après, effectivement, comme disait Aurélie, on va s'adapter un petit peu, effectivement déjà aux résultats des tests neuropsychologiques, déterminer quels sont les points qui seraient intéressants de travailler chez le patient. Et on va lui programmer des exercices, lui faire vraiment son programme personnalisé en fait à chaque patient, et puis donc choisir le niveau de difficulté, la durée de l'exercice, etc. Et donc en fait on construit à chaque fois un programme, une session d'exercice, des sessions d'exercice différentes pour chaque patient. Selon le niveau. Et voilà. Alors l'idée aussi, c'est de rendre le patient actif dans la construction du programme, notamment au niveau de savoir quand est-ce qu'il peut faire les exercices. Donc, comme le disait Aurélie, l'idée, c'est de voir avec lui dans la semaine quels sont les moments les plus propices auxquels il pourra se connecter, déterminer avec lui les horaires, les journées qui lui conviennent le mieux. Alors, on peut fonctionner de différentes façons, hein. On peut effectivement leur préciser des créneaux très précis pendant lesquels ils vont se connecter pour faire les exercices, mais on peut aussi laisser libre accès aux sessions d'exercice aux patients pendant plusieurs jours, et puis donc le patient va nous dire quand est-ce qu'il a eu le temps de faire les exercices, et puis après on programme une autre session d'exercice. Enfin, il y a vraiment une façon de fonctionner selon les patients, selon comment nous, neuropsychologues, on aime fonctionner. Parfait. Alors, j'ai plein d'autres questions. Alors, je vais vous les poser. Combien de sessions faites-vous par an? Arrivez-vous à remplir les groupes? Où ont-ils lieu?
Alors, bah, je vais répondre. Donc, en général, on a, 2 groupes, de TP sur Mulhouse et 2 sur Colmar, donc ça en fait 4 dans le Haut-Rhin et on a 4 groupes en général par an sur le Bas-Rhin, dans 2 lieux différents. Alors, on essaye de ne pas, prendre pour les lieux, pas en milieu hospitalier. Donc, on trouve des salles, soit dans certaines écoles comment? Des écoles, pour les études d'infirmières à l'IFSI ou alors, dans d'autres réseaux qui nous prêtent des salles ou qui nous louent des salles. Mais on évite le milieu hospitalier D'accord. et en Alors, général, on remplit les groupes, sans difficulté, hein. C'est 8 à 9 patients. Non, ça se remplit bien. alors, j'ai une autre question de Delphine. Est-ce que dans les ateliers de TP, vous travaillez avec des patients partenaires? Et si oui, de quelle façon? Alors Oui, je pense que c'était des patients experts, non? mmh. Ouais, je pense que c'est ça. C'est Mmh. ça? Alors Effectivement, oui, on a, des patients experts qui travaillent avec nous, et alors selon leur disponibilité, hein, ils vont venir, effectivement participer aux ateliers de TP et c'est vrai que c'est, une ressource mais formidable, hein. Alors les patients adorent, discuter avec les patients experts. C'est vraiment, souvent quand le patient expert est là, c'est royal pour nous, les intervenants parce que du coup le patient expert a toujours des mises en des exemples concrets de la vie de tous les jours, comment lui il a fait face à ses symptômes, quelles sont ses stratégies dans le quotidien. Enfin, c'est vraiment super. Une autre question de Brigitte. Neuronop peut-il être utilisé pour d'autres pathologies? alors à mon sens, oui. Maintenant, Je confirme. nous l'utilisons dans le cadre d'Alsacep, hein, donc avec des patients CEP, mais à mon avis, ça peut être, très bien utilisé dans d'autres pathologies, oui. Alors, je vous confirme qu'en effet, vous pouvez l'utiliser sur bien d'autres pathologies. Une autre question. Combien de patients suivez-vous actuellement en rééduc avec Neuronop? Alors, je vais donner mon cas, puis après Léna parlera du sien. Alors moi, je ne suis qu'un patient à la fois. J'ai essayé, d'en mettre 2, mais en plus de mes bilans et en plus de tout le reste de l'activité, c'était assez compliqué à gérer. Donc du coup, je fais un patient à la fois, je termine la prise en charge et je commence avec un autre. Et ça, une fois par mois, enfin ça dure un mois. Moi, je les mets sur un mois effectivement et je fais un patient après l'autre. Et alors de mon côté, j'ai essayé, pareil, j'ai essayé d'en faire plusieurs à la fois aussi. Je suis allée jusqu'à 3-4 patients et c'était vraiment un rythme vraiment beaucoup trop soutenu. D'autant plus que moi j'aime bien, vraiment les suivre, leur téléphoner, alors peut-être pas une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines pour vraiment enfin, quand ils en ont besoin finalement en fait, hein. Des fois, c'est eux qui me contactent, on s'écrit des mails et cetera pour parler des exercices, faire vraiment un retour, enfin les stratégies qu'ils utilisent, pourquoi ils ont eu de la difficulté, enfin voilà. Donc effectivement, quand il y a plusieurs patients en même temps, c'est vraiment avec l'activité qu'on a à côté compliqué à gérer. Et donc là, je prends aussi plutôt un patient à chaque fois, voire peut-être à un moment donné 2 qui se chevauchent, mais pas plus. Oui, vous travaillez plus en individuel qu'en groupe, en Oui, fait. on fait pas Ah de oui. groupe avec Neuronop, on fait vraiment l'individuel. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Les patients ne sont-ils pas parfois frustrés que la prise en charge Neuronop ne dure qu'un mois? Et de votre expérience, pensez-vous que cela soit suffisant dans la majorité des cas? Alors pour ma part, il m'est arrivé de continuer, c'est-à-dire alors je fais une petite pause. Alors, c'est des patients qui sont vraiment très motivés. Il y en a où on sent effectivement ça arrive, hein, des fois il y a des patients, ils font le mois parce que voilà, on est derrière et que mais on sent que peut-être qu'ils n'ont pas trop accroché ou qui finalement ça c'était un peu trop contraignant. Et il y a d'autres patients vraiment qui accrochent super bien. En plus, on peut adapter les jeux aussi, c'est-à-dire que si à un moment donné on a construit un programme et puis que le programme leur il y a un jeu qui leur plaît pas, on peut adapter, etc. Donc souvent, il y en a qui vraiment qui accrochent très très fort et qui redemandent effectivement de pouvoir continuer et pour lequel les personnes pour lesquelles c'est indiqué, car c'est vraiment tout à fait indiqué. Donc du coup, on va pouvoir leur proposer d'abord de faire une petite pause et éventuellement de reprendre un mois plus tard. Alors du coup, il y a besoin peut-être un peu moins de les suivre parce qu'ils ont déjà fait un mois et c'est peut-être un peu moins chronophage. Et là, c'est possible peut-être d'avoir 2 patients en même temps éventuellement dans ce genre de cas-là. Si pour un des patients, c'est sa deuxième session avec Neuronop. Alors, combien de temps avez-vous mis pour vous approprier la plateforme? 2 patients. Ouais. Et c'est Voilà, ça, c'est c'est ça. Au début, ça prend du temps. Ce qui prend du temps au début, vraiment, c'est d'explorer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut mmh, un peu de temps soi-même pour faire les jeux, en fait, tout simplement, tester les niveaux. Parce que c'est vrai qu'il y a des niveaux au début qui sont ultra simples.
Et après, il y a des niveaux compliqués qui sont vraiment très, très, très compliqués. Enfin bref, voilà, il faut essayer de doser. Et pour cela, il faut tester soi-même. Donc au début, ça peut prendre un petit peu de temps, mais après, une fois qu'on connaît les activités, on sait lesquelles on aime bien utiliser, et du coup, c'est beaucoup plus facile de construire les sessions. Et effectivement, comme dit Aurélie, au bout d'un ou deux patients. Alors, bonjour. Pour certains exercices, il ne paraît pas possible de contrôler le temps de présentation des stimuli. Et je trouve cela dommage car les patients prennent du coup vraiment beaucoup de temps sur cette étape de l'exercice. Normalement, ça doit pouvoir se contrôler, Nathalie. Donc, peut-être que ce que je peux faire, c'est qu'on peut s'écrire par mail et voir l'exercice, les exercices en particulier. Mais normalement, généralement, vous pouvez personnaliser toutes les activités et principalement le nombre de stimuli. Oui. Autre question, est-ce que vous évaluez le bénéfice pour le patient, peut-être en termes de plainte cognitive? Souvent, on a un retour déjà par téléphone, en fait, ou par mail, ou par SMS, où ils nous disent, on voit que ça leur a plu et que ça leur a fait du bien et qu'ils ont réussi à mettre des stratégies en place et qu'ils continuent souvent. Donc, on a ce retour-là. Après, vraiment un bénéfice quantifié, on n'a pas vraiment. On ne fait pas d'évaluation pré et post. On fait une évaluation pré-prise en charge, effectivement, puisque initialement, on voit quand même le patient a été vu en bilan et c'est sur ce bilan qu'on se base sur le programme et sur les plaintes du patient. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre d'une étude où on fait après un bilan post pour quantifier les bénéfices, etc. Après, on peut voir, effectivement, les retours des patients sont intéressants. Ils vont nous dire, voilà, là j'ai galéré, là j'ai eu de la difficulté, etc. Et on le voit dans la progression, en fait, selon. C'est très bien fait, en fait, les niveaux s'adaptent dans Neuronote. Donc, si le patient n'arrive pas à passer un niveau, par exemple, ou présente plus d'erreurs, le niveau va redescendre un petit peu afin qu'il puisse vraiment reprogresser. Et puis, ça augmente progressivement. C'est vraiment très progressif, en fait. Donc, c'est là qu'on voit. Et après, il y a ces histoires ces courbes aussi qui permettent de voir les évolutions des performances des patients. Mais sinon, à part ça, effectivement, on n'a pas de comparatif pré et post à l'aide d'un bilan neuropsychologique, par exemple. On va devoir, il est 19 h, on va devoir arrêter. J'ai quelques autres questions. Ce que je vous propose, Aurélie et Elena, c'est d'y répondre par le biais d'un article qu'on publiera sur notre blog et qu'on enverra à tous les participants pour qu'ils puissent avoir les réponses, puisque là, il y en a encore 7 ou 8. Donc, autant les garder et que vous puissiez faire les réponses. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à tous les participants et à très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup.